Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes dans la session BI 02. C'est une session qui va parler de Business Intelligence et d'Amazon QuickSight. J'espère que vous êtes dans la bonne session, que vous n'êtes pas trompé de salle. Sinon, il est toujours temps de partir. Je me présente, je m'appelle Jean-Robin Feun, je suis Team Lead et Solutions Architect chez AWS depuis un petit peu plus de 3 ans et demi maintenant. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment vous pouvez enrichir vos applications en y intégrant des tableaux de bord et des rapports d'analyse interactifs. Alors, à l'agenda, on va voir déjà ce que ça veut dire que d'enrichir ces applications et pourquoi donc enrichir ces applications avec quoi? Avec de la donnée et pourquoi nous devrions tous le faire. On va ensuite voir comment Amazon QuickSight peut vous aider justement à faire cela et on terminera du coup par 2 démonstrations, des cas pratiques qui vous montreront comment démarrer. Alors pourquoi enrichir ces applications avec des tableaux de bord intégrés? Alors, aujourd'hui, on vit dans un monde de la donnée, de la data. Il y a une stat qui est parue dans Forbes il y a quelques mois qui est assez parlante, c'est qu'aujourd'hui, 90% de la donnée qu'on a moins de 2 ans. Donc ça veut dire qu'en 2020-2021, on a produit plus de données que depuis l'aube de l'humanité. C'est dû à un ensemble de facteurs. On va se concentrer aujourd'hui sur les applications. Et en fait, vos applications aujourd'hui génèrent énormément de données. Elles génèrent des données sur elles-mêmes, des logs par exemple. Dès que vous avez un web server avec un Apache, par exemple, on va récupérer une grande quantité de logs. Elles génèrent de la donnée sur leurs interactions entre elles, des données de transaction, des inserts, des lectures dans une base de données, mais également des données sur l'utilisateur, via soit des cookies, soit des mécanismes un petit peu plus complexes, où on va essayer de comprendre quel est le comportement de l'utilisateur sur une application, sur un site web, combien de temps il passe à regarder tel produit, telle page, où est-ce qu'il a son doigt, si c'est une application mobile, où est son curseur sur une page web, et ainsi de suite. Le fait est que toutes ces données, dans leur forme brute, pour vos utilisateurs finaux, et c'est d'eux dont on va principalement parler aujourd'hui, ne sont que du bruit. Et quand on parle de data, c'est vraiment ce double défi dont on va parler. Premier défi, on va essayer de transformer cette donnée en information. Je vous le dis tout de suite, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. On va se concentrer sur le deuxième défi qui est, on a mis en place des mécanismes pour récupérer cette data, on l'a transformée très bien, on a de l'information. Comment est-ce que maintenant on peut la rendre actionnable à nos utilisateurs? Comment est-ce qu'on peut donner la capacité à nos utilisateurs finaux à prendre des décisions qui soient basées sur de la donnée? Et c'est ici que l'analyse embarquée du coup prend tout son sens. Le but va être de fournir des détails opportuns, des détails actionnables à nos utilisateurs afin d'enrichir leur expérience. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous parler d'Amazon QuickSight. Donc Amazon QuickSight, qu'est-ce que c'est? C'est un service de business intelligence qui est donc évolutif et intégrable, qui est alimenté par le machine learning et que nous avons conçu pour le cloud. En soi, que fait Amazon QuickSight? Amazon QuickSight prend vos données, où qu'elles soient, on le verra, et à partir de là, vous allez pouvoir mettre en place des tableaux de bord, des visualisations afin de faire parler ces données. Donc on va pouvoir personnaliser nos tableaux de bord, on va pouvoir les intégrer, et c'est vraiment ça le but. L'idée ici avec Amazon QuickSight va être de pouvoir intégrer ces informations, cette intelligence au sein de votre application, de manière complètement transparente. D'un point de vue utilisateur, on n'a pas envie que l'utilisateur ait l'impression d'utiliser un deuxième produit alors qu'il est en train d'utiliser une application sur smartphone, qu'il est en train d'utiliser un portail web, et ainsi de suite. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'en mettrait à faire ça? D'un point de vue business, il y a vraiment 3 grandes catégories. Le premier, ça va être va traire du coup à l'innovation. C'est pas moi qui vous le dis, c'est nos clients qui nous le disent. Au final, c'est vous qui nous le dites quand vous voyez des solutions architectes, des account managers d'AWS. Aujourd'hui, différencier vos applications via l'innovation, via des expériences clients qui sont engageantes, est vraiment une chose clé pour toutes les organisations qui veulent, d'une, améliorer leur rétention de clients, et de 2, gagner de nouveaux marchés. Le deuxième point, ça va être d'offrir des expériences à vos utilisateurs qui soient basées sur des données, qu'on appelle donc en règle générale des expériences data-driven. Et ici, c'est vraiment vous qui allez contrôler à quel point vous allez mettre ça en place. Au final, c'est vous qui allez contrôler le degré de différenciation. Vous allez pouvoir choisir
quelles données on donne à nos utilisateurs finaux, sous quelle forme, est-ce qu'ils ont des droits d'édition ou seulement des droits de lecture, et ainsi de suite. Et le troisième point, du coup, encore une fois, d'un point de vue purement métier et business, ça va être de créer de nouvelles opportunités business. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on flotte sur un lac de données, un océan de données, auquel on a peut-être accès en tant que fournisseur de services, en tant que créateur d'applications, mais auquel nos utilisateurs n'ont pas accès. Et via le fait qu'on va leur donner justement accès à des données qui ne leur étaient pas accessibles auparavant, on va pouvoir mettre en place de nouveaux leviers de croissance. Alors tout ça, c'est bien beau, mais aujourd'hui, c'est une session technique. Et qu'est-ce que ça veut dire, justement, d'un point de vue technique, que de mettre en place Amazon QuickSight, de donner, au final, accès à ces données à nos utilisateurs finaux? Eh bien, plusieurs choses. Premièrement, l'utilisation d'Amazon QuickSight va améliorer considérablement votre délai de mise sur le marché, le fameux time to market. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus à vous soucier de compatibilité entre différentes librairies open source. Vous n'avez plus à vous soucier de toutes ces tâches indifférenciées comme la mise à l'échelle de votre infrastructure pour cette charge de travail spécifique. Amazon QuickSight, c'est vraiment un service que l'on a conçu pour passer à l'échelle. Idéalement, dans un monde merveilleux, dans à peu près 40 minutes, vous allez sortir de cette salle, vous n'allez pas rester pour le petit apéro à 18 h, vous allez rentrer chez vous, sortir du placard votre workload, votre charge de travail de BI sur lequel vous n'avez pas eu le temps de travailler jusqu'à présent, et vous allez créer un pilote pour 5, 10 utilisateurs avec Amazon QuickSight. Ce que vous allez faire comme pilote, vous allez pouvoir le passer à l'échelle tel quel pour qu'il puisse supporter des centaines, des milliers, voire des centaines de milliers d'utilisateurs sans avoir à gérer aucune infrastructure. C'est un service qui est axé pour les développeurs. Pourquoi? Alors, tout d'abord, au niveau de l'accès aux données. Amazon QuickSight se connecte à vos données, où qu'elles soient. Que ce soit sur des services natifs AWS, très bien, à la limite, on s'en doute. Que ce soit sur AWS, OK. Mais également on-premise, avec des partenaires, des solutions SaaS. L'autre point pour lequel du coup, Amazon QuickSight est conçu pour les développeurs et avec une expérience de développeur en tête, c'est que tous les objets que vous avez créés au sein de Amazon QuickSight, que ce soit du coup des connexions aux données, des jeux de données, des tableaux de bord et tant d'autres, gérer vos utilisateurs par exemple, tout cela est disponible via un set d'API. De plus, du coup, Amazon QuickSight va vous permettre au final de mettre en place des architectures multitenants de manière très simple, et ça on va le voir dans la démo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez une application SaaS, votre enjeu principal va être de bien diviser vos données pour que votre client A n'accède pas aux données du client B, sinon ça risquerait de poser problème, et de deux, éventuellement, de mettre en place différents rôles au niveau des utilisateurs de chaque client. Amazon QuickSight vous permet de faire ça en quelques clics, ou pour le coup, comme on le verra, en quelques lignes de commande, et du coup, va vous permettre d'automatiser ça à l'échelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez onboarder un nouveau client, par exemple, vous allez pouvoir créer son propre espace multitenant au sein pour vous du même compte AWS. L'intérêt étant d'avoir un seul compte à gérer, de pouvoir garantir du coup le respect des normes de sécurité que vous avez mis en place, et ainsi de suite. Et le quatrième point, du coup, toujours pour nos amis les développeurs, c'est qu'en plus des API, forcément, qui dit API dit SDK, et on a en particulier un SDK JavaScript qui va vous permettre d'intégrer de manière très simple vos visualisations, vos expériences basées sur les données à votre application. QuickSight, c'est également un service, du coup, comme je l'ai dit, qui est alimenté par le machine learning. Alimenté par le machine learning, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si aujourd'hui, vous avez, par exemple, un modèle de machine learning qui tournerait au hasard sur Amazon SageMaker, vous allez pouvoir l'intégrer directement avec Amazon QuickSight afin d'enrichir vos données. Alors, vous allez me dire, Jean-Robin, tout ça c'est bien beau, mais moi aujourd'hui je ne fais pas encore de machine learning, pour X ou Y raison. Eh bien, quand bien même, vous allez pouvoir bénéficier d'intégration automatisée avec Amazon QuickSight, avec des modèles qui ont été pré-entraînés, qui vont vous permettre du coup de faire de la prévision, de la détection d'anomalies, mais également, et du coup avec une nouveauté Amazon QuickSight Q, sur lequel il y avait une session d'ailleurs aujourd'hui au Summit, qui va vous permettre du coup d'aller interroger
vos données en langage naturel. Par exemple, dans le cadre d'une entreprise qui vendrait des chaussettes, j'ai vu que pas mal de nos partenaires en avaient aujourd'hui, quel est mon plus gros acheteur de chaussettes sur les 6 derniers mois? Et simplement en écrivant cette phrase, on va pouvoir récupérer des données. Et cette fonctionnalité que vous disposez, vous allez également pouvoir la mettre à profit de vos clients. Et enfin, du coup, quatrième point, c'est un service qui est Enterprise Ready. Pourquoi? Parce qu'il est hautement disponible. Amazon QuickSight, c'est un service qui est serverless. Ça veut dire que vous n'avez pas d'infrastructure à manager. Mais en plus de ça, ça veut dire que c'est un service qui va être de facto hautement disponible sur la région sur laquelle vous allez l'utiliser. C'est un service qui est sécurisé, d'une part avec le modèle de responsabilité partagée propre à AWS, d'autre part parce qu'on va pouvoir mettre en place du contrôle d'accès ligne par ligne. Effectivement, si vous avez un dataset commun, encore une fois, Alice du client A ne doit pas voir les données de Bob chez le client B. Et ça, on va pouvoir mettre en place des règles d'accès, ligne par ligne, colonne par colonne, de manière très simple. Et on va également pouvoir se connecter du coup à votre SSO afin de récupérer directement vos identités, vos utilisateurs, afin que vous n'ayez pas du coup à provisionner des utilisateurs au sein d'Amazon QuickSight. Et enfin, du coup, dernier point sur le fait que c'est un service prêt pour vos workloads les plus critiques. C'est également du coup un service qui est conforme avec bon nombre de réglementations, que ce soit PCI DSS, ISO 27001 et tant d'autres. Je ne vais pas vous faire toute la liste, ce serait assez ennuyeux. Mais du coup, toutes ces informations seront disponibles du coup à la fin de cette présentation. Alors, je vous ai parlé un petit peu de multitenance, notamment dans les cas d'applications SaaS, mais pas que. Quixel va vraiment vous permettre de mettre en place facilement des architectures multitenants qui vont répondre en fait à deux grandes situations. Première situation, c'est celle-ci. On va être en fait dans une architecture que je vais appeler one-to-many. C'est-à-dire que vous allez garder le contrôle sur les données, sur la création de tableaux de bord, et au final, les seules choses, c'est être sûr que les clients accèdent uniquement à leurs données et à aucune autre. Comment est-ce que vous allez faire ça? Et d'ailleurs, on va voir dans la démo comment on va le faire. On va créer un tableau de bord, l'intégrer dans notre application web ou notre application native, et à partir de ça, mettre en place des règles d'accès, ligne par ligne, comme j'ai dit, en fonction de balises. Et du coup, dire, pour telle balise, ça va être mon client A, pour telle balise, mon client B. Et au final, on va pouvoir mettre en place des conditions de manière très simple, comme on pourrait le faire, par exemple, lorsque vous devez accéder à des informations de différents clients qui sont stockées au sein d'une base de données relationnelle. L'autre cas d'utilisation, qui est un petit peu plus complexe cette fois-ci, ça va être vraiment une architecture many-to-many. C'est-à-dire que vous avez vos données que vous allez mettre à disposition de vos clients, mais soit afin de différencier votre offre, soit parce que c'est ce qui correspond le mieux à votre application, vous avez besoin que vos utilisateurs finaux puissent avoir des rôles différents, des rôles de lecteur, d'édition, voire d'administration. Et bien pour ce faire, en fait, on va pouvoir mettre ce type d'architecture en place. Comment? Via l'utilisation d'espaces de noms ou de namespace en anglais, sur lequel on va pouvoir partager un dataset de données, un jeu de données, pardon, partager, mettre en place du coup des règles d'accès à ces données, et en plus de ça, du coup, conférer à nos utilisateurs la capacité de faire parler les données qui leur importent. Je pense qu'il y a quelque chose qui est important et que nous disent nos clients, c'est qu'on n'a pas forcément la vision business de nos clients finaux. C'est-à-dire que notre client A, Alice par exemple, va peut-être vouloir mettre en avant un revenu par région, parce que c'est les données qui lui importent, elle, à son entreprise, alors que Bob, lui, va vouloir mettre en place un revenu par segment, parce qu'au final, c'est une entreprise qui est globale. Voilà, on peut imaginer plein de cas différents. Et c'est vraiment ce qu'il veut savoir, c'est à quelle typologie de clients je vends, plutôt que où sont les clients auxquels je vends. Et donc, du coup, si vous deviez retenir vraiment une seule chose des slides que je viens de présenter, eh bien, c'est que en fait, Amazon QuickSight va vous permettre de donner du pouvoir à vos utilisateurs pour qu'ils puissent récupérer des données qui les intéressent, les mettre à profit, les croiser peut-être avec des données qui leur sont propres, afin de mettre en place des expériences qui sont data-driven et du coup de prendre des décisions qui sont fondées et basées sur des données. On va passer du coup à une première démo.
sur Amazon QuickSight en action. Mais afin que vous ayez du coup un petit peu plus de contexte, je vais vous expliquer rapidement l'architecture que l'on va mettre en place au niveau de cette démo. On va simuler une application web, peu importe notre cas d'utilisation, mais on a des dashboards, des tableaux de bord que l'on veut intégrer nativement au sein de notre UI, au sein de notre front-end. Pour ce faire, on va d'abord connecter à un fournisseur d'identité. Aujourd'hui, on va utiliser Amazon Cognito. Ce fournisseur d'identité, en fait, va simplement nous permettre de dire tel utilisateur qui est déjà dans mon application, que j'utilisais déjà avant de commencer à utiliser QuickSight, je vais lui attribuer un certain rôle IAM. Une fois que ce rôle IAM est attribué, en fait, on va pouvoir récupérer ce qu'on appelle un token OpenID qui, du coup, va nous permettre d'authentifier et d'autoriser notre utilisateur. On va simuler notre application web avec une stack serverless, donc avec Amazon API Gateway et AWS Lambda. Et quand on va se connecter, on va vérifier dans un premier temps si est-ce que Alice du coup est authentifiée. Et si Alice n'est pas authentifiée, on va la rediriger vers la page d'authentification de notre provider, de notre fournisseur d'identité. Une fois qu'on récupère le token, on le valide avec AWS STS. Donc on dit est-ce que ce token est valide? Si oui, à quel rôle est-ce que j'ai accès? Quels sont, en fait, en tant qu'utilisateur, quelles sont mes autorisations, mes droits sur la console, enfin sur les données et les API de la console AWS. Donc on envoie un set d'autorisation, et à partir de là, en fait, on va pouvoir communiquer avec Amazon QuickSight. Donc c'est vraiment, je m'authentifie. Une fois que je suis authentifié, je récupère mes accès. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Et une fois que j'ai enfin ces accès, je vais pouvoir aller interroger Amazon QuickSight, récupérer du coup la liste de tableaux de bord auxquels j'ai accès, quels sont leurs URL d'intégration, et à partir de là, en fait, Amazon QuickSight va nous en renvoyer un élément HTML que l'on va pouvoir intégrer à notre client web. Alors, à quoi ça ressemble vraiment avec une vision de bout en bout? Alors, je vais récupérer ma souris. Donc, je pense que ce n'est pas la première fois que vous voyez ça, c'est une démo qui a été enregistrée. Pourquoi? Parce que malheureusement, ça nous est déjà arrivé d'avoir Internet qui plantait. Enfin, ça m'est déjà arrivé d'avoir Internet qui plantait en plein milieu d'une démo. Toujours un petit peu embêtant. Donc là, je ne voulais pas prendre de risque. Je l'ai enregistré. Et on va voir du coup à quoi ça correspond au sein de la console. Donc, dans un premier temps, j'ouvre Amazon Cognito. J'ai mon groupe d'utilisateurs du coup qui va me servir de fournisseur d'identité. Le groupe d'utilisateurs Paris Summit BI02. Je n'ai pas d'utilisateur de provisionné pour le moment. Et au niveau de l'expérience d'inscription, en fait, j'ai désactivé l'inscription en libre service. Ça veut dire qu'il y a uniquement les administrateurs qui peuvent inscrire des clients. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait remettre en place très simplement. Donc, je vais créer mon premier utilisateur. Je n'étais pas très inspiré sur son nom d'utilisateur. On va l'appeler utilisateur. Il a une adresse email. Je la marque comme vérifiée. Je définis son mot de passe. Une fois que ça c'est fait, je le crée. En passant, je vais en créer un deuxième, qui lui va s'appeler auteur. Je vous spoil la fin de la démo, il va avoir des droits d'édition du coup. Je lui redéfinis un mot de passe, et je vais le créer. Donc là, j'ai mes deux utilisateurs. Bon, là j'ai fait une petite coquille. Mon utilisateur auteur, son adresse email est ne pas vérifiée, donc je vais simplement venir le mettre à jour depuis Amazon QuickSight, Amazon Cognito, pardon, afin d'éviter d'envoyer des adresses email sur des emails à une adresse qui n'existe pas. Et donc maintenant, j'ai bien mes deux utilisateurs qui sont vérifiés. En plus de ça, j'ai mis en place une intégration d'application. Une intégration d'application, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un moyen de dire tel nom de domaine a le droit de renvoyer des requêtes d'authentification à Amazon Cognito. Quand on va au plus simple, c'est ça. Donc j'ai dit, le nom de domaine qui correspond à mon API Gateway, donc à mon serveur web, a le droit de se connecter à Amazon Cognito. Au niveau de mon API Gateway, du coup, j'en ai créé une. Sur cette API Gateway, j'ai mis en place une ressource, la ressource /demo. Et donc toutes les requêtes de type GET qui arrivent sur cette ressource vont exécuter le workflow suivant. C'est-à-dire qu'on va aller déclencher une fonction lambda. Donc une fonction lambda, c'est une manière pour nous d'exécuter du code sans avoir à provisionner de serveur ni à les manager.
Donc, on envoie toutes les informations à la fonction lambda, et puis en fait, c'est la fonction lambda qui va se débrouiller pour nous renvoyer une requête HTTP. Et donc, cette fonction lambda, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle est très très simple. Cette fonction lambda va me renvoyer une seule chose, en fait, du code HTML. Et c'est vraiment uniquement ça qu'on fait dans cette fonction lambda. Donc, on a mis en place notre authentification, on a notre API Gateway, notre fonction lambda. Maintenant, on va y voir un petit peu du côté d'Amazon QuickSight. Donc, Amazon QuickSight, en fait, il y a 3 éléments à comprendre. On a en premier ici, du coup, les jeux de données. Les jeux de données, on va voir, c'est là où on va définir des connexions à des données. Donc là, ici, j'en ai 3. J'ai dataset RH, pipeline des ventes et SNL. SNL, on verra dans un second temps ce que c'est. Et en soi, on voit qu'on pourrait tout à fait créer un nouvel ensemble de données. Donc ici, je pourrais soit charger un fichier CSV ou qu'importe, me connecter à des services natifs de AWS, comme Amazon S3, mais également à des providers tiers, comme Salesforce, Teradata, Snowflake en dessous. Et je peux également aller me connecter directement avec des connexions ODBC ou JDBC à vos bases de données qui sont hébergées on-premise ou qui sont hébergées chez d'autres fournisseurs. Donc là, je ne vais pas créer un ensemble de données parce que j'en ai déjà 2. J'ai mes jeux de données, du coup, pipeline des ventes et dataset RH. Dans du coup, le dataset pipeline des ventes, en fait, je peux explorer mes données avec un tableur, voir quelles sont les colonnes disponibles. Et en fait, on voit qu'on peut soit ajouter un champ calculé avec des fonctions, voilà, des choses très classiques qu'on connaît tous. On peut créer nos propres fonctions, soit l'augmenter avec Amazon SageMaker, par exemple. Donc, à partir de ces jeux de données, je vais créer des analyses. Qu'est-ce que c'est qu'une analyse? C'est simplement une représentation de votre jeu de données. C'est une visualisation. Donc là, j'en ai créé une où j'ai mis en place voilà, un pipeline des opportunités, un pipeline actuel ouvert par revenu pondéré, plusieurs visualisations. Vos ingénieurs BI, je pense, sauront très bien à quoi correspondent toutes ces visus. Et à partir de là, en fait, cette analyse, je peux aller soit l'exporter au format PDF en cliquant sur exporter, donc par exemple si je voulais l'intégrer à un email, ou la partager. Je peux soit la partager en tant qu'analyse, et donc du coup uniquement les utilisateurs qui utilisent la console QuickSight pourront y accéder, soit sous forme de tableau de bord. Un tableau de bord, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une représentation en lecture seule de cette analyse. Donc c'est vraiment, j'ai créé mes graphes, et maintenant je peux juste regarder à quel point ils sont beaux, et éventuellement en tirer des décisions métiers. Donc j'ai créé un premier tableau de bord. On va faire exactement la même chose pour le second. Où là, pareil, j'ai mis en place différentes visualisations. Cette analyse, de nouveau, je vais la partager sous forme de tableau de bord, lui donner un nom, cliquer sur partager, et j'ai maintenant, du coup, au sein de ma console QuickSight, une visualisation en lecture seule de mes données métiers. Alors, donc, on a mis en place ces tableaux de bord, avec ces 2 tableaux de bord. On va maintenant voir comment on peut gérer nos utilisateurs. Donc là, au niveau des utilisateurs, pour l'instant, je n'en ai qu'un. L'utilisateur fjean-rob Isengard. En fait, c'est le super user, mon utilisateur avec lequel je me suis connecté à la console AWS. Mais pour l'instant, du coup, je n'ai provisionné aucun utilisateur. On va aussi mettre en place un nom de domaine, donc c'est-à-dire on va dire à Amazon QuickSight, encore une fois, les requêtes qui viennent de tel nom de domaine peuvent intégrer un tableau de bord, peuvent embarquer un tableau de bord ou une analyse. Donc là, ce nom de domaine, c'est tout simplement le nom de domaine de mon API Gateway. Donc je vais l'ajouter, et à partir de maintenant, du coup, ce tableau de bord va pouvoir récupérer et intégrer des URL d'intégration. Donc, à partir de là, on va enfin accéder à notre application web. Donc là, je vais bien sur le slash démo pour exécuter la lambda. Et là, en fait, tout de suite, on va me demander de m'authentifier. Donc je vais m'authentifier avec mon premier utilisateur, lui donner un mot de passe, le changer, parce que c'était la manière dont j'ai configuré mon fournisseur d'identité. Donc là, très bien, je provisionne à la volée mon utilisateur, et là, patatras, je n'ai pas de tableau de bord à vous montrer. Pourquoi? Parce que mon utilisateur, dans la manière dont je le provisionne, j'ajoute à un groupe, le groupe Embedded Demo Readers. Et en fait, pour l'instant, je n'ai pas partagé de visualisation
d'objets QuickSight avec ce groupe. Donc on va faire exactement la même chose avec notre utilisateur, notre second utilisateur, auteur. Le même workflow. Et lui, exactement la même chose, pas d'accès à des tableaux de bord. Alors pour ce faire, en fait, on va devoir aller partager nos visualisations. Donc là, si je recharge dans un premier temps, on voit que mes utilisateurs ont été provisionnés. Ils ont un préfixe qui correspond à l'identité IAM dans laquelle ils ont été créés. Et si je vais au niveau de mes tableaux de bord, maintenant, en sélectionnant un, je vais pouvoir le partager avec soit un utilisateur unique. Donc par exemple, si je mettais le nom de l'utilisateur ici, je pourrais l'ajouter individuellement. Moi, ce qui m'intéresse pour pouvoir passer à l'échelle, ça va être de partager avec un groupe d'utilisateurs ce que je vais pouvoir gérer. Donc je l'ajoute à ce groupe d'utilisateurs. Et simplement, en ayant fait ça, en revenant sur mon application, en la rechargeant, eh bien, à partir de là, je peux intégrer cette visualisation. On va aller faire rapidement pour le second tableau de bord, afin du coup d'avoir plusieurs choses à vous montrer et d'avoir tous les tableaux de bord de provisionnés. Donc là, je vais l'ajouter également. Je vais ajouter le groupe au niveau des permissions. Et ici, je vais me déconnecter, me reconnecter avec mon premier utilisateur. Eh bien, on voit que j'ai accès du coup aux deux tableaux, qui sont cette fois-ci complètement intégrés dans ma visualisation, sans qu'il n'y ait aucune interface QuickSight. Le logo AWS que vous voyez en haut à gauche, c'est un logo que vous pourriez remplacer par celui de votre entreprise. Et là, les thèmes, bien évidemment, les couleurs que j'ai mis en place, c'est des choses qui sont éditables afin de pouvoir matcher avec votre application. On va se connecter au deuxième utilisateur. Avec le bon mot de passe, ce sera quand même un petit peu mieux. Et lui, exactement pareil, il a accès au tableau des ventes et au dataset RH, et au tableau des RH, pardon. Et donc du coup, là, si je reviens sur ma console QuickSight, j'ai mes utilisateurs, et ces deux utilisateurs-là, en fait, ont bien été provisionnés au niveau d'un groupe. Du groupe Embedded Demo Readers, dans lequel je retrouve les deux. Alors, si je reviens désormais au niveau de QuickSight, pour l'instant, on avait intégré les tableaux de bord. On peut aussi intégrer des sessions. C'est-à-dire que vous allez pouvoir intégrer la console QuickSight directement à votre application web ou à votre application native. Et à partir de là, on va pouvoir avoir des droits d'édition. Alors pour l'instant, effectivement, vu que je n'ai pas modifié les rôles, j'ai uniquement des droits de lecture par rapport du coup à la vue avec les tableaux intégrés. Et l'idée, du coup, maintenant, dans un second temps, va être de modifier les droits de notre utilisateur afin qu'il puisse accéder à des options de création directement au sein de votre portail web, de votre intranet, et ainsi de suite. Alors pour ce faire, on va retourner sur la console QuickSight. Et là, voilà, je vous l'avais dit au début, notre utilisateur auteur, on va simplement modifier son rôle pour qu'il y ait des capacités d'édition. On va ensuite aller partager un jeu de données avec lui. Donc, je retourne, je sélectionne mon jeu de données, par exemple pipeline des ventes. Et à partir de là, je vais pouvoir le partager, et tout comme les tableaux de bord, je vais pouvoir le partager avec un groupe d'utilisateurs. Donc là, j'ai partagé le jeu de données avec mon utilisateur auteur. Je lui ai donné en plus de ça des capacités d'édition, le rôle auteur, du coup, qui va lui permettre de créer éventuellement de nouveaux datasets. Hop. Là, c'était une erreur de déconnexion. Je me reconnecte du coup, je pourrais créer un nouveau dataset. Là, j'ai mon dataset pipeline des ventes. Je crée une analyse. Et du coup, à partir de là, et là, encore une fois, la différence, c'est qu'on est au sein de mon portail web et pas au sein de la console QuickSight. Mais mon utilisateur peut créer ses propres visualisations et avoir un accès identique à s'il était connecté au sein de la console QuickSight. Mais là, il est du coup intégré au sein d'une application web
sur lequel vous allez pouvoir, éditer, modifier, et ainsi de suite. Et du coup, tous les tableaux de bord que je crée depuis cette intégration, je vais pouvoir également les partager. De telle sorte que si je me déconnecte maintenant et que je me reconnecte du coup avec mon utilisateur, mon premier utilisateur qui n'a que des droits de lecture, eh bien ce dernier va avoir accès au tableau de bord que j'ai créé avec le second utilisateur au sein de la session intégrée à mon application web. Et lui, du coup, ce premier utilisateur qui n'a pas les bons droits n'a encore une fois qu'une vue en lecture seule. Donc, en résumé, pendant cette première démo, on a vu comment on pouvait intégrer au final des tableaux de bord au sein d'une application directement, afin qu'on n'ait plus du tout une expérience Amazon QuickSight, mais vraiment une expérience qui soit propre à votre application. On a vu comment on pouvait partager des jeux de données, donner des accès d'édition à ces jeux de données, encore une fois, de manière intégrée, via l'intégration de sessions Amazon QuickSight. Il va bien falloir distinguer ces deux fonctions, ces deux méthodes, ces deux possibilités d'Amazon QuickSight. La première, ça va être de faire des intégrations de visualisation, et la seconde, des intégrations de sessions. Alors, on va passer à une seconde démo. Une seconde démo, on va toujours avoir du coup notre entreprise qui fournit des chaussettes à nos partenaires afin de les distribuer sur la WS Summit. Et on va utiliser du coup ce scénario pour voir comment est-ce qu'on peut mettre en place des tableaux de bord qui sont multitenants à l'échelle, avec deux utilisateurs, du coup les fameux Alice et Bob. Alice, du coup, doit pouvoir avoir une vision sur l'ensemble de la région, donc voir à quels utilisateurs à quel segment appartiennent les utilisateurs de la région EMEA. Et du coup, Bob, lui, va plus avoir une vision par segment, donc il veut voir où sont les utilisateurs, ses clients du segment Enterprise. Pour cette deuxième démo, avant de commencer cette deuxième démo, en fait, on va tout le temps suivre la même logique. Cette logique, en fait, elle est assez simple, et c'est quelque chose qu'on va répéter. Première étape, ça va être de créer un espace de nom, un namespace en anglais, afin de pouvoir isoler nos utilisateurs et afin qu'ils puissent avoir des rôles différents d'édition, de lecture ou d'administration et qui soient indépendants les uns par rapport aux autres. Le deuxième point, ça va être de créer, d'enregistrer, en fait, de provisionner des utilisateurs au sein de cet espace de nom. Et on va donner accès à ces utilisateurs, on va leur donner accès à un ou plusieurs tableaux de bord. Suite auquel on va enfin pouvoir récupérer les URL d'intégration des tableaux de bord. Donc en fait, on va pouvoir récupérer l'URL qui va dire à QuickSight, OK, cette visualisation-là, on peut aller l'intégrer sur cette application-là. Et le cinquième point, mais qu'on fera quand même, du coup, ça va être de faire la même chose, mais pour des intégrations de sessions, dans le cas où vous voudriez, du coup, donner la possibilité à des utilisateurs de créer, encore une fois, leur propre visualisation. Alors cette fois-ci, on va mettre un petit peu plus les mains dans le moteur. On va le faire en ligne de commande. Hop, si je récupère ma souris, voilà. Donc tout ce qu'on avait fait précédemment via la UI, on peut le faire ici en ligne de commande. Donc première étape, on va lister nos espaces de nom. Pour l'instant, je n'ai qu'un espace de nom, mon espace de nom par défaut, qui est ici. Et du coup, la deuxième étape, ça va être du coup de les créer. Donc en fait, je vais en créer deux. Je vais créer le premier qui va être l'espace de nom EMEA pour Europe, Middle East et Afrique. Et du coup, un second espace de nom qui, lui, va être Enterprise. Donc, on a créé ces deux espaces de nom. Maintenant, si on les liste, on va les avoir de nouveau. En fait, ce qui est intéressant de voir ici, c'est du coup la différence au niveau des ARN. C'est-à-dire que dans les ARN, ici, on va avoir le /EMEA ou le /Enterprise qui vont être ajoutés à chacun de nos utilisateurs, à chacun de nos objets au sein d'Amazon QuickSight. On a créé nos espaces de nom. Deuxième étape, on va provisionner des utilisateurs. Donc là, encore une fois, on voit que dans mon espace de nom par défaut, je n'ai qu'un seul utilisateur, mon fameux F. Jean Isengard, et du coup, je vais pouvoir en enregistrer pouvoir en enregistrer des nouveaux avec la fonction register user, une identity type qui est QuickSight. Donc en fait, les utilisateurs vont être managés
par QuickSight. On lui donne un email, un rôle ici, et on va la provisionner du coup dans un espace de nom qui va être différent. C'est-à-dire que cet utilisateur, Alice, que je suis en train de créer, va être complètement différent, complètement isolé, pardon, de mon utilisateur fjeanrob. Encore une fois, et j'insiste dessus parce que c'est vraiment la notion importante qu'il y a à retenir, parce qu'on va les provisionner dans des espaces de nom différents. Donc je vais exécuter cette commande. Je vais exécuter exactement la même, mais cette fois-ci pour Bob. Donc là, tout ce qu'on fait en ligne de commande, au final, derrière, c'est des API. Vous, ça pourrait être intégré à votre session d'enregistrement de vos utilisateurs, directement depuis votre application web. Si vous avez une application SaaS, qui plus est avec AWS et Amazon Cognito, on peut venir déclencher des lambdas qui vont en fait faire ce traitement à la volée quand vos utilisateurs s'enregistrent pour la première fois sur leur console, sur votre application. Donc, on a créé nos utilisateurs. Maintenant, on va devoir leur partager nos visualisations. On va utiliser pour ça la fonction list dashboards. Donc là, on voit que j'en ai qu'un, le tableau de bord multitenant. Et du coup, on va venir voir quelles sont les permissions associées à ce tableau de bord. Donc là, on voit en fait que j'ai un seul utilisateur, qui a uniquement fjeanrob isengard qui est listé sur les permissions. Donc seul lui peut avoir des permissions de lecture, et en l'occurrence ici aussi, d'écriture. Et donc du coup, ce qu'il va falloir faire maintenant dans un second temps, ça va être de modifier les permissions de ce tableau de bord, de cette visualisation, de cet objet Amazon QuickSight, afin que Alice et Bob puissent également y avoir accès. C'est ce que je suis en train de faire avec cette fonction qui est un petit peu longue, où en fait on va octroyer des droits de lecture à Alice puis à Bob. Où là, du coup, elle va avoir 3 permissions. Elle va avoir la permission Describe Dashboard, List Dashboard Versions et Query Dashboard, qui sont en fait les 3 nécessaires afin d'avoir des droits en lecture. Donc, ce que j'ai fait pour Alice, encore une fois, je vais le refaire pour Bob. Et du coup, maintenant, Bob est également présent, ici, dans un nom d'espace différent, dans le nom d'espace Enterprise. Donc, on va mettre pause une petite seconde. Si on récapitule, on a créé nos noms d'espace, enregistré des utilisateurs, modifié les permissions d'un tableau de bord, et au final, on a fait le plus dur. C'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir tout simplement récupérer nos URL d'intégration. Donc là, on va faire une deuxième requête API, à l'endpoint getDashboardEmbedURL. Ça nous renvoie une URL d'intégration. Donc la première sera pour Alice et la seconde, du coup, pour Bob. Tout simplement parce qu'en fait, dans mes paramètres, j'ai fait passer le user ARN d'Alice. Donc là, sur cette URL d'intégration, que je pourrais du coup intégrer au sein d'un front-end avec vous tout l'habillage et l'expérience utilisateur de votre application. Eh bien, je récupère du coup ces deux tableaux de bord. Alors là, vous allez me dire, j'en reviens à tout ça, c'est bien beau, mais pour l'instant, mes utilisateurs ont accès aux mêmes données. Auquel cas, vous auriez raison. Et du coup, c'est ce qu'on va faire tout de suite, en fait. On va aller retourner dans notre console AWS QuickSight pour voir comment est-ce qu'on peut mettre en place des règles d'accès aux données. En l'occurrence, on va mettre en place des règles d'accès par ligne. On pourrait très bien mettre en place des règles d'accès par colonne. Et on va utiliser du coup ce jeu de données, le jeu de données SNL. SNL, ça veut dire sécurité au niveau des lignes. Et ce jeu de données, en fait, c'est un simple fichier CSV que j'ai téléchargé au sein de la plateforme. Et si on l'observe, au final, il est très simple. Il y a 3 colonnes. La première colonne, c'est la colonne User ARN, qui va me permettre d'identifier mes utilisateurs. En soi, vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'ARN de l'utilisateur. Vous pourriez utiliser son username. Bon, là, on est encore dans une utilisation où on a des permissions qui sont spécifiques à chaque utilisateur, mais en soi, vous pourriez très bien également mettre le nom d'un groupe d'utilisateurs.
Donc ici, à la place de, si je me retrouve, EMEA Alice et Enterprise Bob, on aurait très bien pu mettre le groupe que j'avais utilisé dans la première démo, le Embedded Demo Readers. Et auquel cas, ces permissions s'appliqueraient à l'ensemble du groupe. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, en fait, j'ai deux autres colonnes. Les noms ne sont pas aléatoires. En fait, ils correspondent à des colonnes au sein de mon dataset. Et là, ce que je suis en train de dire, c'est que Alice, sur la balise, donc du coup sur la colonne région, elle ne peut accéder qu'aux lignes qui ont cette condition-là, la condition EMEA. Bob, toujours sur cette balise région, peut accéder aux trois balises, donc du coup EMEA, US et Asie-Pacifique. Et c'est exactement la même logique qu'on utilise ici pour la balise segment FR. Du coup, avec entreprise, PME et start-up pour Alice et juste le segment entreprise pour Bob. Donc maintenant, on a ce CSV, c'est très bien. Maintenant, on va venir l'appliquer du coup sur notre pipeline des ventes. Donc pour ce faire, en fait, je vais simplement cliquer sur sécurité au niveau des lignes, mettre en place des règles basées sur l'utilisateur. Et là, du coup, venir appliquer l'ensemble de données du coup SNL pour sécurité au niveau des lignes sur ce jeu de données. Normalement, si je ne me suis pas trompé, je ne devrais pas avoir de message d'erreur. Visiblement, c'est bon. Si on a des messages d'erreur, souvent, c'est que les noms de colonnes, les noms d'antennes ne correspondent pas. Et là, en ayant tout simplement fait ça, je viens de limiter les capacités d'Alice à accéder à des données. Donc maintenant, en rechargeant son tableau de bord intégré, je vois que je n'ai plus qu'accès uniquement à la colonne EMEA. Et pour Bob, ça va être la même chose, simplement que lui aura uniquement accès au segment entreprise. Donc là, en fait, en 6 minutes et 10 lignes de commande, on vient de provisionner nos utilisateurs dans un nouvel espace de nom. On leur a donné des accès à des tableaux de bord. On pourra également leur donner, on va le faire, des accès à des jeux de données. Et on leur a appliqué des règles d'accès au niveau des lignes en fonction du coup des données que contiennent mes jeux de données. On va voir maintenant, on va passer du coup au 5e point en fait, de la liste précédente et voir comment est-ce qu'on peut intégrer des sessions et donner des capacités d'analyse, de création, pardon, à nos utilisateurs finaux. Alors, donc, pour ce faire, on va retourner sur notre ligne de commande. Et là, cette fois-ci, en fait, on va utiliser une URL différente. On va pas utiliser, pardon, une API différente. On va pas utiliser l'API getDashboard_embed_URL. On va utiliser getSession_embed_URL. Encore une fois, afin de récupérer une intégration de session. Donc là, je l'ai faite pour l'utilisateur Alice. Et si j'ouvre du coup cette URL dans un nouvel onglet, eh ben, on voit que de nouveau, ça c'est ce qu'on avait déjà vu précédemment, on a les accès à la console QuickSight de manière embarquée au sein de notre application. Et du coup, les sécurités qu'on avait mis en place, les restrictions d'accès au niveau des lignes, sont toujours valables. Et donc, afin de lui conférer des accès en écriture, on va faire exactement la même chose que ce qu'on avait fait précédemment, mais via des API. Donc dans un premier temps, on va venir modifier notre utilisateur Alice avec l'API UpdateUser. Cette fois-ci, on va lui modifier son rôle et lui donner un rôle d'auteur, ce qui va du coup lui permettre de créer des nouveaux datasets. Vu qu'on a déjà un dataset de créer, on va mettre à jour, encore une fois, nos permissions sur ce dataset. Donc si je reviens à ma console QuickSight, au niveau des jeux de données, le dataset, encore une fois, qu'on veut, c'est le dataset pipeline des ventes. Donc, je vais commencer par lister mes datasets afin de récupérer le bon identifiant. Donc, ça, le premier, c'est notre dataset RH. On a le dataset SNL. Nous, ça va être le troisième. Avec, du coup, cet ID que l'on va récupérer, là, qui commence par C11AE.
À partir de là, on va lister les permissions de ce dataset. Et du coup, mettre à jour ensuite ces permissions pour notre utilisateur Alice. Si on fast track un petit peu du coup cette démo, derrière on va du coup pouvoir mettre à jour nos permissions, c'est ce qu'on a fait. Et si je retourne sur ma console QuickSight intégrée, donc effectivement là en décrivant mes permissions, on voit que Alice maintenant a des droits de lecture sur le dataset. Et si je récupère de nouveau l'URL de session, bien, cette fois-ci, Alice, du coup, va pouvoir créer de nouveaux datasets, pipeline des ventes, et créer ses propres visualisations. Et encore une fois, toutes les restrictions d'accès au niveau des lignes que l'on avait mis en place ici sont conservées, tout simplement parce que Alice ici a uniquement les accès au niveau de la région EMEA. Donc en résumé, on a vu par ligne de commande que l'on pouvait intégrer des tableaux de bord et de session. On a vu comment on pouvait mettre en place une sécurité au niveau des lignes et des colonnes. Mais surtout ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des espaces de noms dans lesquels nos utilisateurs étaient complètement indépendants les uns des autres, et dans lequel, du coup, on va pouvoir mettre en place une hiérarchie au sein de cet espace de nom entre différents utilisateurs qui auront, du coup, différents rôles. Pour terminer, je pense que ce n'est pas la première fois que vous voyez cette slide. Sur AWS, on a beaucoup de ressources qui vont vous aider à faire ça. Et n'hésitez pas, du coup, à aller consulter AWS Skill Builder sur toute la partie Analytics, la partie QuickSight, on a énormément de ressources. Et enfin, n'hésitez pas non plus à vous certifier. On a une certification qui traite de ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est la certification Data Analytics. Alors, il y a Amazon QuickSight, mais il y a aussi plein d'autres choses, et qui est du coup une certification de type spécialité. Merci du coup d'y avoir assisté. Je vous invite à scanner ce QR code. Vous y trouverez mes informations de contact, mais notamment des ressources pour aller plus loin sur Amazon QuickSight. En particulier des workshops dont sont tirées cette démo, et également des démos d'accès en libre service, sans que vous n'ayez rien à approvisionner, qui vont du coup vous permettre de voir quelle est l'étendue du possible en termes d'intégration d'Amazon QuickSight, quelles sont les visualisations qu'on est capable de faire, on est capable de mettre en place des actions, des drill down et ainsi de suite qu'on n'a pas vu aujourd'hui. Je vais rester devant la salle pendant quelques minutes si certains d'entre vous ont des questions. Et en attendant, eh bien, comme toujours, n'hésitez pas à nous laisser votre feedback. C'est ça qui nous permet de nous améliorer d'année en année.